Voilà, mesdames et messieurs, l'actualité reste abondante. On va, dans cette émission, dans ce numéro, on va aborder d'abord la problématique liée justement aux revendications de Sauvons la RDC, qui était en deuxième conclave. On parlera également dans la reprise des pourparlers entre le gouvernement congolais et la FCM 23, sans oublier la motion de défiance déposée par le député national Ladi Yango Tikala Senga, l'élu de Kisangani, qui vise donc à destituer ou à déchoir le ministre, le VPM en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani. Il ne faut pas oublier de parler également de cette affaire des migrants qui a créé polémique. Même l'Union africaine s'est opposée à cette question d'accueil des migrants dans les pays africains. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans ce numéro d'Entre les lignes. En face de nous, Monsieur Cédric Moudiantou, qui est porte-parole d'un parti politique de l'Union sacrée de la Nation, Autre Vision du Congo. Monsieur Cédric Moudiantou, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, Dan. Je te remercie pour l'invitation. Un nouveau cadre. Un nouveau cadre. Content d'être parmi tes heureux invités. Mes premiers d'ailleurs. D'ailleurs, voilà, je suis content d'être le premier invité, d'ouvrir le plateau, bien entendu. Je te connais, un journaliste de haute facture. Merci beaucoup. Oui, alors j'ai toujours émis les vœux à travers la nouvelle génération qui doit émerger normalement, que bien entendu, vous alliez beaucoup plus de l'avant et que vous sachiez succéder à vos aînés et aussi qui ont écrit l'histoire à leur manière. Voilà pourquoi ça s'appelle Entre les lignes et nous sommes ici pour parler entre les lignes. Merci beaucoup, M. Cédric Moudiantou, de nous honorer également ce jour. Mais on va d'abord commencer par cette question qui crée beaucoup de remous. Le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, est visé par une motion. On lui reproche notamment l'incapacité à assurer la sécurité des grandes villes du pays, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, et aussi la croissance de la criminalité urbaine. Quelle est votre réaction par rapport à cette initiative? Bon, je pense qu'il est de droit. Et même encore, c'est un devoir pour un député, dans le cadre de son contrôle, bien entendu, d'interpeller des ministres pour des questions qu'ils estiment être floues. Celle de la situation sécuritaire aussi paraît être floue. Il y a plusieurs ambiguïtés. Donc, il n'y a rien à reprocher à ces députés qui, bien entendu, c'est un relayeur des aspirations du peuple par l'effet d'être issu de ces derniers. Le ministre de l'Intérieur devra répondre à cette question, mais je pense que le problème doit être résolu d'abord en comprenant la cause. La criminalité dans notre pays est un phénomène évolutif qui, par le passé, a commencé par le phénomène enfant de la rue, la consécration de la désorganisation du foyer familial. Mais après, ça a pris en relief, devenu même un moment, phénomène chégué. Ces petits gens, ces petits gars, disais-je, qui nous piquaient des téléphones et tout ça, avant que le PPRD de Joseph Kabila n'échange d'optique de lutte face à la machine de paix et même encore à la détermination du peuple. Cette fois-là, on a distribué des machettes. C'était déjà une manière d'armer ce qui n'était que des chèques en lieu et place, évidemment, de combattre ces fléaux. Entretenus, bien entendu, par l'État suite à la désorganisation du foyer familial d'Idège, ils avaient cette fois-ci des armes blanches. C'était en ce moment-là qu'il fallait lutter contre ces phénomènes. La lutte contre ces phénomènes, dans l'appréhension de l'ancien régime, c'était le phénomène Likofi. C'était pour la première fois depuis que le monde est monde de voir l'État, oubliant que la vie humaine consacrée par la Constitution comme étant sacrée, cette fois-là, la sacralité de la vie humaine, on est marché dessus, on a tué les gens. On a même tué les innocents puisque c'était devenu en même temps une opération de règlement de compte. Ça n'avait jamais apporté une solution au problème. Ce qui a fait que cette situation est devenue évolutive. Tshisekedi aujourd'hui au pouvoir, nous avons vu des difficultés, bien qu'à un moment donné, avec l'impulsion ou encore la bonne version du service national, il y a eu un encadrement concomitamment avec la mise en application de la gratuité de l'enseignement. Ça veut dire ceux parmi ces Koulouna qui avaient l'âge de scolarisation sont retournés dans le circuit scolaire, mais ceux d'autres qui avaient pris de l'âge, qui ne pouvaient plus étudier, sont allés apprendre à être utiles dans la société à travers la main-d'œuvre. Mais c'est là qu'il faut interroger, je l'ai toujours dit, je ne vais épargner personne. Le chef de l'État
a nommé un ministre de justice. Lui, malheureusement, il est venu avec la politique du Matalana. Le ministre Constant Moutamba. Constant Moutamba. Suite à sa politique de Matalana, on est allé, donc l'État congolais a occasionné l'évasion. On a libéré ces malfrats. D'autres n'ayant même pas purgé leur peine. La prison a le sens de la rééducation. Lorsqu'on incarcère et que le sujet n'a même pas été rééduqué, mais suite à une politique en violation même de la procédure de la libération, on remet en liberté. Parce qu'il faut voir à quel moment il y a eu résurgence de ce phénomène. Nous étions en train de vaincre ce banditisme urbain. Mais la résurgence, c'est à partir du moment où on a remis en liberté ces criminels. Ceux qui avaient accepté de se convertir se trouvent aujourd'hui sujets utiles dans la société à travers le service national. Mais ceux qui étaient dans le récidivisme se trouvaient être incarcérés, ils ont été libérés. Sans critères comme ça. Aujourd'hui, nous déplorons. Il y a un qui doit répondre. Bon, la compétence est en attribution, c'est lui qui doit répondre. Mais est-ce que nous comprenons quand même que nous l'avons mis en difficulté par le fait d'une décision populiste? C'est ça le problème. Qu'à cela ne tienne, je crois que nous constatons quand même que tous aujourd'hui à Kinshasa, nous sommes en train de circuler dans une sorte de peur. Retourner à la maison aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Ça a toujours été la grâce, c'est vrai. Mais aujourd'hui, personne ne sort avec la certitude de retourner soit en vie, soit sain et sauf. Parce que si on ne te tue pas, tu peux rentrer toujours avec une plaie qu'on t'a mise suite à une chose ou une autre. Face à cette inquiétude, une situation qui émerge, je crois que le ministre, le VPM de l'Intérieur, pour qui je ne prends pas part, mais je pense quand même que la responsabilité lui incombe par le fait d'être ministre du secteur, mais le service lui rendu n'a pas été bon suite à une décision populiste du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice, Constant Moutamba. Donc pour vous, la raison, c'est d'abord la mauvaise gestion de la jeunesse sous Kabila et aussi ces décisions du ministre Moutamba qui ont occasionné un peu cette... Aujourd'hui, parce que on doit le dire, hein, le phénomène aujourd'hui, c'est quand même grave. Mais je dis, nous étions déjà en train de vaincre ça. Si vous faites Kinshasa, vous savez qu'à un moment donné, on ne parlait plus de ça. Grâce au service national d'une part, et à la gratuité de l'enseignement d'autre part. Mais cette décision populiste, je me suis toujours posé la question, elle était venue d'où? Dans nos quartiers, on avait oublié ça. Même dans les quartiers où ces phénomènes n'existaient pas, aujourd'hui ça existe. Parce qu'on a libéré tout le monde. Il voulait dépeupler les prisons qui étaient peuplées. Vous vous souvenez de ces reportages de Stanley Bojakera où on montrait la prison de Makala qui était tellement remplie qu'il n'y avait même pas de lit pour les prisonniers, certains dormaient à même les sols. La solution doit être programmative. Il y a toujours un ordonnancement lorsqu'on gère. On doit savoir que... Vous savez, moi je me souviens toujours dans l'histoire de la Bible, Jésus-Christ face aux démons qui étaient dans un monsieur les rendant fous, lorsqu'il a ordonné que ceux-ci sortent. Et pourtant, ils n'avaient même pas le droit de rester dans ce corps. Mais ils lui ont posé la question, nous sortons pour aller où? Même les démons veulent savoir où ils vont aller. Les démons. Oui, nous savons que tu es le maître, nous allons sortir, mais dis-nous, nous allons où? Il leur a indiqué où ils devaient aller. Donc, comme pour dire qu'avant de prendre une solution, il faut savoir planifier. C'était une planification, un plan. Avant qu'ils ne viennent avec la volonté, c'est vrai, louable, de dépeupler les prisons. N'est-ce pas qu'il fallait d'abord commencer par trouver un moyen de le faire, une procédure, parce que normalement, non seulement que le moyen, mais encore fallait-il respecter la procédure. Lorsque le ministre de Justice, c'est lui à qui l'État donne la responsabilité de respecter, parce que le ministre de Justice est garde des Sceaux. Mais lorsque c'est lui qui viole les règles édictées par la loi dans le cadre de la procédure de libération des prisonniers, c'est lui-même qui a violé. Alors là, on est dans quel état? Mais le ministre de l'Intérieur n'a aucune responsabilité. Non, la responsabilité pour lui, c'est le fait qu'il est ministre de l'Intérieur. C'est lui qui doit organiser les secteurs. Mais il faut aussi reconnaître que lorsque nous étions en train de vaincre ces phénomènes, il y a eu quelque chose qui a tout chamboulé. Il va répondre de ça, c'est vrai. Sûrement, il y a des mécanismes qui sont effectivement en train d'être mis en place. Il faut souligner qu'il n'y a pas que le banditisme. Il y a aussi l'indiscipline de la police, les tracasseries et tout ça. Pour ça, je ne défendrai pas. Quand même, nous sommes victimes de ça, tracasseries routières et tout ça, la police qui se comporte aussi de la même façon que c'est déréglé de la société.
Je crois que c'est quand même bien des questions qui constitueront la problématique de cette motion. Nous attendrons tous la réponse de la part de votre membre d'intérêt. S'il partait aujourd'hui? Ce n'est pas un souhait. Je pense que Jacques Chabani a fait ses preuves, déjà en tant qu'opposant. Hier, secrétaire général de l'UDPS, il faut poser la question à Kabila, c'est qu'il a enduré de la lutte de ces messieurs. Il a toujours été compétent en tant qu'avocat. Nous avons vu plusieurs fois qu'il a participé à différents procès. Et je ne vois pas que ce soit en tant que ministre de l'Intérieur, puisqu'aussi, il faisait jusque-là bien son travail avant que tout ne soit chamboulé. Je suis rassuré qu'il va répondre. Et puis voilà, nous allons tirer toutes les conséquences. Monsieur Sédhic Modiantou, le conclave de Sauvons la RDC a vécu en Afrique du Sud, selon les participants au conclave. Plusieurs résolutions ou plusieurs propositions ont été faites, même des dénonciations. Parmi celles-ci, il y a d'abord ce qu'ils appellent l'opposition à toute tentative de révision et de changement de la Constitution. Il y a également justement une dérive dictatoriale, comme ils disent eux-mêmes dans ces dénonciations, dérive dictatoriale clairement assumée, caractérisée par une répression politique et systématique. Par rapport à ces deux dénonciations, comment vous réagissez? Je vais réagir, certes, mais je suis toujours insatisfait par rapport à l'existence de cette histoire de Sauvons la RDC. Mes questions sont restées pendantes. Tu es journaliste fort, malheureusement, tu ne pourras pas aller là-bas, de peur que tu sois aussi qualifié en 23. Mais au moins, ces journalistes qui participent à leurs activités, qu'on leur pose la question, on fait sauver la RDC de quoi? Oui, s'il faut sauver la RDC, de quoi? Et puis, qui peut prévaloir avoir la qualité de sauver la RDC? On parle d'une dérive dictatoriale. J'en arrive. Ça, ce sont des questions aussi que je me pose. Eux qui veulent sauver la RDC, c'est de quoi qu'ils veulent sauver la RDC? Parce qu'ils ont eu la prétention hier de libérer la RDC. Nous avons vu ce qu'était leur libération. Maintenant, aujourd'hui, on nous parle de sauver un peuple déjà sauvé. On ne peut pas libérer un peuple libre. Le peuple congolais n'a pas besoin d'être sauvé alors qu'il est déjà affranchi. Nous étions un peuple à sauver lorsque ceux-là étaient au pouvoir. Maintenant que nous sommes affranchis, on veut nous affranchir de quoi? C'est quoi cet amalgame? C'est quoi cette confusion? Ils sont en train de faire une opposition d'imitation. Lorsque nous faisions l'opposition avec l'UDPS, c'était une opposition reposée sur une substance, notamment les aspirations du peuple. C'est bien pour ça que vous voyez, chaque fois que nous étions en train de revendiquer des choses, d'accuser le régime de tout ce que nous accusions, il y avait de relais. Lorsqu'on parlait des dérives dictatoriales, on parlait des tueries, il y a eu des institutions... Des arrestations arbitraires. Il y a eu des institutions internationales, notamment Human Rights Watch, qui ont affirmé cela. Aujourd'hui, il n'y a plus d'arrestation. Mais dis-moi, je suis en train de parler avec preuve. Nous disions qu'il y avait arrestation, il y avait tuerie. Il y a des organes indépendants internationaux qui ont affirmé la même chose. Human Rights Watch, ce n'est pas de l'opposition, ça. Nous avons vu des sanctions internationales contre les dignitaires de l'ancien régime. Lorsqu'on sanctionne, on ne sanctionnait pas puisqu'ils avaient bien fait des choses. On sanctionnait puisqu'il y avait effectivement dérive, aussi bien dans la gestion que sur le plan des libertés civiles et politiques. Maintenant, aujourd'hui, c'est retrouvant dans l'opposition et que, d'ailleurs, pour la première fois au Congo, vous avez une opposition impopulaire. Nous avons toujours eu au Congo l'écrasante majorité de la population dans l'opposition. Parce que le peuple sait toujours ce qu'il veut et ce qu'il cherche. Mais lorsque le peuple a eu effectivement ce qu'il voulait, en ayant à la tête du pays, c'est lui qui est issu de lui. Nous avons maintenant une opposition impopulaire qui ne relaye rien. Une opposition constituée des gens à la quête de leur positionnement. Opposition à péter, comme dit le chef de l'État. Très léger. Opposition à péter. Voilà pourquoi ils commencent à imiter des mots que nous utilisions hier et pourtant pour nous, c'était fondé. J'en viens. Oui. Dans leur conclave, ils nous parlent de dérive dictatoriale. La manifestation de la dictature, c'est la répression tous azimuts. Joseph Kabila aujourd'hui voulant sauver la RDC. Peut-il nous dire pourquoi Kalev a fui? Kalev Mouton. Dan, tu sais toi-même combien d'opposants ont été jetés en prison puisqu'ils ont fait des émissions en direct disant des choses que le pouvoir ne voulait pas. Kalev a fui pourquoi?
Dans ce pays, la malchance de Kabila, c'est qu'il raconte des choses que tous avons vécues. Il a posé la question qu'on lui donne le nom d'un seul prisonnier politique. S'il y a eu prisonnier politique à son époque. C'est un mépris. Joseph Kabila parlant. Et en plus, dans le conclave, on a vu Franck Diongo. C'est du sarcasme lorsque Joseph Kabila pose la question de savoir un seul. Et pourtant, dans ses rangs, il en a. Dans les rangs des Kabila, il y a Franck Diongo. Qui n'a pipé mot par rapport à ça. Ben oui, c'est plus que c'est ce qu'on appelle, permet le mot, ça risque d'être gros, mais je ne sais pas si je vais substituer à quoi, c'est de l'idiotie. C'est de l'idiotie. Lorsque vous avez des gens comme Franck Diongo, on ne sait même pas l'identifier politiquement. Franck Diongo vous dit je suis tshisekéliste après la prison, après sa prison ou même encore avant, du vivant d'Étienne Tshisekedi. Franck Diongo vient vous dire moi je suis tshisekéliste. Apprenez à Franck Diongo que lorsqu'on dit tshisekéliste, ça veut dire c'est lui qui croit à la doctrine d'Étienne Tshisekedi. C'est ça, non? Ah oui. Parce qu'Étienne Tshisekedi lui-même n'est pas tshisekéliste. Mais Franck Diongo vous dit il est tshisekéliste, mais son parti s'appelle MLP. Il dit qu'il est tshisekéliste, lumumbiste, ainsi de suite. Attends, son parti s'appelle MLP. Il est lumumbiste. Mais pour raison de flatterie, il s'est fait appeler tshisekéliste. Or, le tshisekélisme est sous-tend la constance. Sortant de la prison, nous avons vu tous les théâtres qu'il a organisés d'aller visiter la famille Tshisekedi, mausolée, ainsi de suite. Il est devenu le plus grand communicateur de l'Union sacrée. Avant même que l'Union sacrée ne soit officialisée, c'est lui qui a parlé sur tous les plateaux de télévision. De l'Union sacrée, vantant l'Union sacrée. C'est qui? C'est Franck Diongo. Il est parmi ses proches du président. Aujourd'hui, le même Franck Diongo ignore son identité de lumumbiste, de tshisekédiste. Franck Diongo est devenu kabiliste. Mais c'est un mépris contre sa propre personne. Puisque nous avons vu Franck Diongo nous dire que Kabila partira et sa dictature. Nous avons toutes les déclarations de Franck Diongo. Kabila partira et sa dictature. Il l'a dit en tant qu'opposant, il l'a dit sous le régime Tshisekedi. Et la dictature dont il parlait aujourd'hui, il est devenu adepte de la dictature? Vous me posez la question? Non, je pose la question à Franck Diongo à travers toi. Il est devenu adepte de la dictature? Alors c'est une réponse à Joseph Kabila. Quand il dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques dans ses rangs, il y en a un. Quand il dit qu'il n'y avait pas d'exilés, Katumbi se moque de lui. Parce qu'après Katumbi, il a même traité de Judas. Pourquoi était-il devenu Judas? Pourquoi Katumbi n'a pas pris part aux élections de 2018? Qui nous ont dit que Katumbi était un Italien ou un Juif? Mais comment un Italien et un Juif étaient devenus gouverneurs en RDC? C'est des questions que Kabila doit se poser. Les prisonniers, il y en a une marmaille, il y en a une panoplie de prisonniers politiques. Prisonnier politique veut dire un prisonnier, quelqu'un qui est emprisonné suite à ses opinions politiques. Donnez quelques noms. Il y en a une panoplie. J'ai parlé de Franck Diongo, je vais parler de Jean-Bertrand Iwanga, je vais parler de Bruno Tshibala, je vais parler de Gendio Mindongala, je vais parler de je vais parler d'Eric Kikunda, je vais parler de Jean-Claude Mouyambo, je vais parler de Christopher Ngoyi. Je vais citer jusqu'à ce que l'émission prenne fin et on risque de parler que de ça. Mais la liste ne sera pas exhaustive. Cédric Moudianto, est-ce qu'aujourd'hui la situation est-elle différente? Elle est totalement différente. Parce que nous apprenons que Chadari, Minakou, le jeune Parole Kamizelo, le jeune Onokomba, Nathanaël, nous apprenons que il y en a tout plein qui sont aussi aujourd'hui à Makala. Oui. À Makala ou Andolo. L'état de droit, impulsé par Félix Tshisekedi, ne consacre pas l'inexistence de la justice. Oui, mais ceux-là ne sont pas prisonniers politiques. Non, ils ne sont pas politiques. J'ai défini ce qu'est un prisonnier politique. Mais pourquoi Chadari et Minakou sont arrêtés aujourd'hui sans jugement, mais incarcérés? Ils sont arrêtés Ils sont ni à Ndolo, ni à Makala. Avant de mettre comment on les appelle? Vous les juristes, toi tu es juriste. Les juristes, comment on les appelle? Un prévenu. Oui. Ils sont interpellés par des services appropriés. Par des services appropriés. Ramazani Chadari, vice-président du PPRD. C'est lui, secrétaire permanent. Et puis l'autre là, c'est qui? Obem Inakou, vice-président du PPRD. Bien avant, nous avons entendu
qu'il serait en mèche avec les Mobondo. En foi de quoi ils ont même été auditionnés, je crois, une ou deux fois. J'ai précisé, on parle français, il serait en mèche. Mais il y a un indicateur aussi, le président du PPRD, dont ils sont cadres, est aussi accusé d'être en connivence avec l'ennemi. Le Rwanda, à travers l'AFC qui lui appartient, et le M23. N'est-ce pas? Il y a un lien. Le lien est établi. Ils sont en train de travailler pour celui qui se trouve être actif dans une opération de rébellion. Maintenant, nous avons aujourd'hui sous Tshisekedi un service qu'on appelle cyberdéfense, qui suit même nos conversations. Une intelligence, c'est une rénovation à saluer. Aujourd'hui, c'est hasardeux, même aussi, preuve d'inintelligence, que de dire que ceux-là ont été interpellés dans les vides, alors qu'il y a un service qui fait le suivi de nos échanges, de nos transactions, qui estime effectivement qu'il y a de quoi les reprocher. Ce service-là, lui, n'arrête pas. Comme pour dire, jusqu'à là, ils n'ont pas été arrêtés. La preuve, Onokomba et Parole Kamizelo, après audition dans ces services spécialisés, ils ont été mis devant leur justice, devant leur juge naturel. Mais posez-vous la question, pourquoi Onokomba, qui pourrait, au regard de ces déclarations, je ne sais pas quoi, avoir commis une infraction, mais on les met dans une prison militaire? Nous l'avions dit, j'étais parmi ceux qui l'avaient dit, le problème de Kabila, ayant observé qu'autour de lui, dans le cadre de ce qu'il considère être le combat, le peuple congolais est devenu tellement mature qu'il connaît chacun dans la classe politique, aussi bien du côté de l'opposition, du côté de la rébellion, disais-je, de Kabila, que du côté du pouvoir. Donc, il n'y avait plus de crédit que la population accordait à son entourage. La nécessité de recruter notamment la jeunesse. Ces jeunes gens sont tombés dans les filets de la manipulation. C'est une sorte de la sorcellerie inconsciente. N'oubliez pas, un sorcier inconscient, c'est un sorcier. Ils sont des sorciers inconscients. Oui, ce sont des sorciers inconscients. Onokomba et... oui, c'est de la sorcellerie. Ici, Kamizelo. Oui, ce sont des sorciers inconscients. Mais si on doit faire une comparaison, dire que puisqu'ils sont, on va parler de Chadari et de Minako, puisqu'ils sont au PPRD, leur chef étant dans la FCM 23, et donc tous les membres du parti, les adeptes, doivent tous être arrêtés. Oh, ce sont des sorciers inconscients. Tous. J'ai dit ceci, j'ai une femme, ou bien tu as une femme, oui, qui t'aime tellement encore que tu es beau, et qui te voit chaque soir lui rapporter des belles histoires, gourmettes, montres, tout ça. Elle te loue, elle te vante dans sa famille, dans ta belle famille, devant ses amis, ne sachant peut-être pas que tu les as suite au meurtre que tu fais, que tu tues des gens. Elle ne sait pas qu'il est en train d'ovationner un voleur, un tueur. N'est-ce pas? C'est ça la comparaison. En fait, son péché, c'est la participation. Il est en train de vanter, de sanctifier. Alors, on parlait des Chadari et les autres. Oui, parlant des Chadari, pour chuter, je pense que dans le cadre de la réorganisation de l'État sur le plan sécuritaire, un pays agressé, les agresseurs étant identifiés parmi lesquels l'ancien président et qu'eux se trouvent être collaborateurs, partenaires de ceux-ci, travaillant dans le cadre de l'exécution de sa mission qui est connue, ils sont des premiers suspects. À ce niveau, ils sont présumés innocents parce que leur dossier se trouve encore entre les mains du service approprié. Mais peut-être que lorsqu'ils seront mis à la disposition de la justice, il se pourrait qu'ils soient aussi acquittés. Mais pour leur cas, je suis dubitatif parce qu'ils sont collaborateurs de celui qui tient mordicus, soit à tuer le chef de l'État, soit à renverser le régime par coup d'État. Joseph Kabila, j'ai cité. Mais est-ce que c'est contradictoire de voir les cadres militants du PPRD être dans des émissions politiques et être présentés sous cette casquette-là, PPRD, cadre PPRD, pendant que leur parti est accusé d'être leur président, le fondateur, accusé d'être celui qui soutient, qui est en connivence avec... C'est même pas accusé, Dan. Qui est en connivence avec le Rwanda. Avant que je ne vienne répondre à cette question, Dan, je sais que tu as deux femmes. Tu as deux femmes? Deux femmes? Ah, non. Tu en as une, hein? Excuse-moi. Madame, je te salue, tu es seule. Si tu as deux femmes, et que de ces deux femmes, cette fois-ci c'est une hypothèse,
De ces 2 femmes, tu as des enfants. Chacune de ces femmes te donne des enfants. Ne sont-ils pas tes enfants? Tous sont mes enfants. Ces enfants ne sont-ils pas frères? Ils sont frères. Joseph Kabila a 2 femmes politiques. L'AFC M23 et puis le PPRD. N'est-ce pas? L'AFC M23 épouse Joseph Kabila, le PPRD épouse Joseph Kabila. De ces 2 femmes, il a des enfants, des militants. Donc, tu prends l'exemple d'un militant du PPRD. Quelle est la différence qu'il a entre lui et le défunt Willy Ngoma? Ils sont des frères, non? Puisqu'ils sont tous fils de Joseph Kabila. Alors, est-ce que c'est une fausse accusation que de dire ça? Non. Donc, les Pius Romain Hollande. Ce sont des frères de Bissi, moi, et puis de Sultan Makenga. Ce sont des mêmes gens, des mêmes personnes. Et pourquoi la famille. Pourquoi ils ne sont pas interpellés? Là, je ne sais pas, puisque je sais à un moment donné que le PPRD avait été suspendu. Je ne sais pas, on en est où, jusqu'à ce qu'aujourd'hui ils se permettent. Honnêtement, lorsque je vois le PPRD parler à la télé, moi, je ne vois pas le PPRD. Quand un militant du PPRD parle à la télé, j'ai l'impression que c'est Willy Ngoma qui parle. Moi, je vois Sultan Makenga parler. Et je me pose la question pourquoi. C'est peut-être pour ça, là, moi aussi, je vais demander que ça soit un des éléments qu'on doit mettre dans la motion du VPM de l'intérieur. Là, moi aussi, je propose aussi cette motion-là, cet élément-là. Comment est-ce que le PPRD aujourd'hui, qui n'est même plus suspecté d'être un parti rebelle, mais qui l'est effectivement? Parce que moi, je considère le PPRD comme le département politique de l'MDM23. C'est la même chose. PPRD, département politique du M23. On ne peut pas accuser les M23, laisser le PPRD. Alors que le père est là, c'est Joseph Kabila. D'accord, on va avancer Cédric Moudianto. Justement, la question du changement de la Constitution, du changement de la révision constitutionnelle. Souvent, la RDC s'oppose à toute tentative tendant à réviser ou à changer la Constitution. La réforme constitutionnelle est constitutionnelle. Je vais parler de la réforme. La Constitution ne s'oppose pas à sa réforme. Oui. Joseph Kabila aujourd'hui s'opposant. Est-ce que Joseph Kabila, d'abord, avant d'arriver à ça, Joseph Kabila, en âme et conscience, sûrement qu'il n'a pas. Lui, il peut parler du respect de la Constitution. Il a déjà une seule fois respecté la Constitution dans ce pays. Il a laissé le pouvoir en 2018. Il a été contraint. La preuve, il a laissé à quel moment? Nous avons un mandat de 5 ans renouvelable une fois. En 2006, on a eu les premières élections, Kabila président, à la manière que tu connais. En 2011, Kabila président, c'est censé laisser le pouvoir quand? 5 ans. 2011, 5 ans, c'est quand? Mais non, au finish, il a quand même laissé le pouvoir. Ce n'est pas question de finish. D'abord, nous parlons du respect de la Constitution. Est-ce qu'il a respecté? Non. Kabila ne respectant pas la Constitution. Mais aujourd'hui, c'est l'enseignant du respect de la Constitution. Kabila ne sait pas que cette Constitution prohibe la prise d'armes pour accéder au pouvoir. La ligne qui nous sépare entre les années de la rébellion où l'on parlait de l'opposition armée et aujourd'hui l'organisation de l'État sous forme d'un État porté par la Constitution, c'est l'existence de la Constitution promulguée par lui en février 2006. Mais c'est ce même Kabila qui devient rebelle contre la volonté de la Constitution, mais c'est lui qui nous demande de respecter la Constitution. C'est là que ma fille de 6 ans me pose la question, papa, explique-moi cette histoire. Ça veut dire quoi? Je suis... C'est pas pédagogique ça. Alors lorsque Joseph Kabila nous dit qu'on ne doit pas réviser la Constitution, et pourtant il y a un démocrate qui, lui, ayant remarqué les faiblesses de cette Constitution, il a remarqué, en tant que père de la nation, il dit: je dois léguer à cette postérité un serment de liberté à la volonté de l'hymne national. Serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Léguer à la postérité un serment de liberté pour un pays, pour un État, c'est le soubassement de l'État qui se trouve être le contrat social, notamment la Constitution. D'où on ne peut pas léguer à notre postérité une Constitution qui a des faiblesses à la base des problèmes que nous avons, notamment sur le fonctionnement des institutions. Maintenant, pourquoi vous dites... Mais Joseph Kabila, lui, n'a pas vu l'exemple de Félix Tshisekedi qui vient avec ce débat. Il propose les débats. Nous en parlons aujourd'hui. Dis-moi, à l'époque tu es étudiant, mais tu avais quand même vu qu'en 2010, il y a une révision de la Constitution. Une révision cavalière, nous faisant passer de 2 tours à 1 tour. Kabila avait demandé à qui en avait débattu.
Il peut passer par le Parlement. N'était-ce pas... Il y avait un Parlement. Attends, n'était-ce pas... Aujourd'hui, nous discutons. Aujourd'hui, c'est la Constitution et l'émanation de la volonté du souverain primaire. Mais aujourd'hui, on nous parle de la dictature. Mais celui qui parle de la dictature, c'est celui qui a plusieurs fois violé la Constitution. En quoi faisant? Toi, tu n'étais pas ici quand je parlais? Tu parles de 7 ans, non, 5 toi, à 7 ans. Mais là, je pose la question. J'ai parlé de plusieurs choses à la fois. Maintenant, je pose la question. Vous dites tout droit tient à droit. Or, la Constitution en vigueur ne permet pas plus de 2 mandats. Comment vous allez procéder? Non, ce n'est pas à Joseph Kabila, un très grand dictateur que la RDC n'a jamais connu, de marcher sur les principes et les règles de la démocratie qui consacrent notamment les libertés civiles, en matière de dictature. Liberté d'expression. En matière de dictature. Je réponds à ta question. Oui. La démocratie sous-tend et consacre la liberté d'expression. Celui qui a dit tout droit tient à droit, n'est-il pas un Congolais qui réfléchit? Est-ce que c'est lui le président de la Cour constitutionnelle? C'est un leader politique qui, en son sens, pense que, au regard des problèmes que nous avons, au regard de la dynamique enclenchée par le président de la République, il a conçu son idée qu'il s'est cheminé et démontré et il l'a exprimé. Vous ne pouvez pas l'endosser? Non, attendez, moi je l'endosse parce que je suis de cet avis-là. Moi je l'endosse. Expliquez-vous. Mais puisque les autres en font un problème, je dis ceci. Oui. Dans la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. On sous-tend la domination, la dictature de la majorité. N'est-ce pas? C'est bien pour ça que la Constitution propose une voie, 100 000 signatures. Lorsque eux pensent que ce qu'ils disent, c'est la voix du peuple, pourquoi ils ne les démontrent pas au regard de la procédure constitutionnelle? J'ai vu quelqu'un du pouvoir faire signer une pétition. Vous n'avez pas répondu à ma question. Écoute, je suis en train j'avais dit ton émission doit être pédagogique, c'est quoi ça s'appelle Entre les lignes. Allez-y. S'ils pensent que leur volonté est populaire, le peuple parle, non? Nous voulons voir le peuple s'exprimer et dire que nous sommes contre. Tout comme nous voyons le peuple aujourd'hui dire oui à travers des mobilisations. Oui au 3e mandat. Moi, j'ai dit oui au 3e mandat. Vous n'êtes pas le peuple. Comment? Vous n'êtes pas le peuple. Mais je suis qui? Le peuple, c'est non, moi, tous les Congolais. Moi, je ne suis pas le peuple. Un seul individu. Tu veux m'enlever l'identité? Un seul individu ne représente pas le peuple. Tu veux m'enlever l'identité? Non. On ne peut pas confondre un Congolais à tous les Congolais. Je suis peuple congolais. Un seul Congolais. Je suis peuple congolais. Pas tous les Congolais. Alors, qui a dit que Kabila il est peuple congolais? Pardon? Pourquoi lui il est peuple congolais? En quoi il est différent de moi? Personne n'a dit que Kabila est... Alors, en quoi lui qui dit qu'on ne peut pas faire ça, il est différent de moi? Monsieur Sédik Moudianto, la question que nous nous posons ici... Non, c'est parce que je parle de la liberté ici. Kabila, quand il parle, lui, il pense que c'est une dictature. Tu crois en lui parce qu'en quoi il est différent de moi? Moi qui ne suis pas peuple, mais lui, le peuple, lui seul. Je ne crois pas. Alors, puisque ce n'est pas ça le débat, c'est bien pour ça que je suis dans le principe du triomphe de la majorité. Ici, j'ai dit, nous voyons les mobilisations populaires se faire. Le peuple s'exprimer en faveur de cette réforme constitutionnelle, premièrement. Mais d'ailleurs, le peuple va plus loin pour dire que la réforme constitutionnelle, au regard de la dynamique actuelle, voudrait que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, reste encore là au pouvoir. Si eux pensent que cette voix du peuple ne représente effectivement pas la volonté de la majorité, qu'ils nous le démontrent. Comment vous savez que le peuple déjà veut que le chef reste au pouvoir pendant qu'il n'y a eu aucun... Vous n'avez pas consulté le peuple. Toi, tu es journaliste. Sous base de quoi vous dites que déjà le peuple veut que le chef reste au pouvoir? Tu n'as pas vu des pétitions? Il y a un Congolais là qui est en train de faire signer une pétition, non? Pardon? Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu la pétition qui est en train de se signer? Mais non seulement la pétition. Tu as vu des mobilisations spontanées ou automatiques qui se font à la suite même des déplacements du président de la République. C'est ça qui détermine que le peuple veut que le chef ait un 3e mandat? C'est bien pour ça que j'ai demandé la preuve du contraire. S'il y a une preuve du contraire, c'est à vous et eux de nous démontrer. Alors, ça servira à quoi d'aller en référendum? L'adhésion est déjà tranchée. Non, le référendum, c'est la formalisation institutionnelle de la volonté du peuple. Mais d'abord, il y a déjà un sondage populaire qui se dégage à la suite des événements. Le référendum, c'est pour encadrer, c'est pour formaliser, c'est pour rendre cela concret. Impossible que ce référendum soit en défaveur du changement de la Constitution. Je ne vois même pas comment le référendum sera en défaveur du changement de la Constitution, sauf si dans votre tête ou encore de ceux qui font aujourd'hui croire qu'ils sont populaires, notamment, changeons la RDC, c'est pas, sauvons la RDC, alors que le peuple congolais regarde d'où il vient, où il est, et sait voir à partir d'où il est, où il va. Maintenant, tout doit être à 3.
Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quelle est la base légale d'un troisième mandat? Non, je t'ai dit ici, non, c'est un vœu, c'est une expression libre d'un Congolais, un leader politique qui pense que la dynamique doit rester celle-là, le chef d'État doit rester dans les affaires. Mais ça appelle maintenant à une formalisation, j'ai dit ici, ça va appeler, nous sommes dans un débat de la réforme constitutionnelle. Si cette réforme, c'est notamment le changement de la Constitution, c'est le peuple qui en décidera. Puisque lorsque le chef de l'État a parlé de la réforme constitutionnelle, il a dit qu'une commission allait être mise en place. Lorsque la commission sera mise en place, elle sera notamment en train de travailler également sur cette aspiration au regard des faiblesses observées dans cette Constitution. Carrément, s'il va falloir changer. Le changement de la Constitution, c'est à partir du moment où aussi il y a des articles qui se trouvent être verrouillés, mais qui en même temps constituent le problème. On ne peut pas être Quel article constitue le problème qui est verrouillé? J'ai dit ceci. Oui. C'est le changement lorsqu'il y a des dispositions qui se trouvent être verrouillées, mais qui en même temps constituent le problème. Oui, mais justement, on veut savoir quels sont ces articles qui peuvent constituer un problème pendant qu'ils sont verrouillés. La forme représentative du gouvernement, elle est verrouillée, oui ou non? Et alors, en quoi c'est un problème? Alors, en quoi c'est un problème? C'est parce que en même temps, on attend du gouvernement des indicateurs productifs. Il faut un gouvernement. Attendez, je reprends. Selon la Constitution, représentatif. Le gouvernement ne peut pas être exclusif. N'est-ce pas? On ne peut pas avoir des lois qui excluent certains Congolais. En quoi ça exclut? Dan, avec toute l'intelligence que tu as. S'il te plaît. En quoi? Oui, allez-y. En quoi cette loi exclut certains Congolais? D'accord. Dan. Oui. 1. La Constitution vous dit tout le peuple est égal devant la loi. Tu es d'accord avec moi? Effectivement. L'article 13 lit de manière complémentaire avec l'article 14, vous disent aucun Congolais ne peut pas être traité avec discrimination suite à ses convictions religieuses, confession religieuse je voulais dire, convictions politiques, origine, tribu et tout ça. N'est-ce pas? Lorsque nous sommes aux élections, après les élections, le chef d'État doit nommer un informateur. Ce dernier doit identifier la majorité. Et le gouvernement ne doit être issu que de cette majorité. Tu penses que tous les Congolais aspirent à faire la politique? Par rapport à leurs convictions religieuses, il y en a qui n'aspirent pas, qui ne peuvent pas faire la politique. Il y en a aussi par rapport à leurs convictions personnelles, ils ne peuvent pas, mais qui sont prédisposés au regard de leur intelligence et leur patriotisme. Ils peuvent servir la République. Mais pourquoi est-ce que cette catégorie de Congolais qui ne peuvent apporter leur pierre dans la construction de l'édifice Congo ne doivent appartenir que dans une tendance? Ça, c'est des 1. La Constitution pose en même temps le problème de la redevabilité. La redevabilité, moi, je considère aujourd'hui que le pays est dirigé par les autorités morales. Quand il se pose un problème, par exemple, aujourd'hui, vous constatez qu'il y a des ministres incompétents. Il y a des ministres qui œuvrent par rapport à leurs leaders, leurs autorités morales, puisqu'étant issus d'eux. Lorsque la majorité est faite, ce sont les membres de cette majorité qui envoient les listes sur le plan protocolaire 3 noms. N'est-ce pas? Et les bénéficiaires de la signature du président public à travers les listes envoyées par l'autorité morale sont d'abord redevables à ces autorités morales. Mais lorsqu'il y a incompétence, lorsqu'il y a un remaniement, le chef d'État peut constater, puisque effectivement, je plaide qu'il y ait remaniement. Mais même s'il y a un remaniement aujourd'hui, au regard de l'improductivité du gouvernement, le chef de l'État devra puiser dans la même marmite. D'accord. N'est-ce pas? Monsieur. Il devra puiser dans la même marmite. Alors que tous nous avons observé que cette marmite nous a produit des viandes amères, des viandes improductives, des viandes où vous avez des ministres qui disent « Nous n'allons pas partager ces bilans ». Comment tu ne partages pas ces bilans alors que tu es membre d'un gouvernement, un gouvernement qui est censé être apolitique? Mais faisant le remaniement, le chef devra recourir à la même marmite, quoi qu'il y ait des Congolais. Une masse critique des Congolais, prédisposés avec leur intelligence à servir l'État, mais qui, par conviction politique, ne veulent pas porter l'identité d'une famille politique. Ils sont calés, ils ne peuvent pas. C'est l'exclusion, oui ou non? Toi, tu réponds puisque tu avais refusé. Donc, on ne peut pas changer de rôle sur ce plateau. Alors, on va avancer. On va avancer. On est en train de chuter parce qu'on nous dit quelques minutes seulement, 5 minutes. La Cinco a fait... Il faut aussi compléter qu'à cela, on ne peut pas avoir... Ça, c'est une réponse au professeur Bahati qui avait dit qu'on n'a pas un problème de texte, mais un problème d'homme.
Non, on ne peut pas avoir les problèmes d'hommes si on n'a pas les problèmes des textes, puisque ces hommes-là, ils se maintiennent suite à la faiblesse des textes. Ils se maintiennent suite à la faiblesse des textes. Comme la cause, les textes favorisent les statu quo. D'accord. Donc, comme c'est un problème, la solution, c'est qu'on doit trouver par la source. Il faut toucher la... Il faut, comme cet article se trouve être verrouillé, mais c'est un problème. L'État s'arrête par là, mais qui avait verrouillé cette constitution? Qui a verrouillé cette disposition? N'est-ce pas le peuple? Mais quand le peuple qui a verrouillé se décide lui-même de déverrouiller, ça devient un péché où? Alors, la Cinco dit que toute révision constitutionnelle dans ce contexte, dans le contexte sécuritaire actuel, est très dangereux. La Cinco, c'est quelle institution? La Cinco, Conférence épiscopale nationale du Congo, l'ensemble des évêques. C'est quelle institution? De l'Église catholique. Dans un pays laïque, vous nous parlez de la Cinco. Oui, mais c'est la société civile. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi que la Constitution consacre la RDC comme étant un pays laïque. Mais la liberté d'expression est aussi... L'opinion... Ben oui, alors l'opinion n'engage que son auteur. On ne peut pas discuter sur l'opinion de la Cinco. C'est une réflexion. De la même façon que la Cinco dit ça, de la même façon qu'une autre confession pourrait aussi dire que nous sommes favorables. Nous devons discuter des idées et non des individus regroupés autour de leurs intérêts. J'aimerais ici qu'on parle autour des idées. La Cinco n'est pas une institution. Ce sont les idées. Les idées, alors j'ai dit ceci. Il compare deux réalités. La réalité du changement de la Constitution et la réalité sécuritaire. Ils disent dans le contexte de l'insécurité que le Congo est en train de vivre actuellement, penser réviser ou changer la Constitution, c'est très dangereux pour l'unité du pays. La Cinco n'est pas supra la population. Elle a parlé. J'ai dit ceci. Si la volonté du peuple, c'est le changement de la Constitution, ce n'est pas la Cinco qui doit l'empêcher. Je voudrais, avant de répondre à la question de la Cinco, qu'elle qui était ici en train de parler de sauvons la RDC, défendre les intérêts des Kabila, mette un mot. En quoi la Cinco a défendu la RDC? Nous savons, ces gens-là sont achetés, nous les avons vus partout aujourd'hui, ils sont porteurs des aspirations de ceux-là. La Cinco n'a dit mot lorsque Kabila parlait de la soudanisation. Chaque fois que Kabila dérape, la Cinco s'était. La Cinco n'a rien dit lorsque Paul Kagame a réclamé les terres au Congo. Une Cinco de l'opposition. Allez dire à cette Cinco, Vox Populus, ils comprennent mieux le latin. Vox Populus, Vox Dei, c'est la voix du peuple qui est la voix des dieux. L'église émergente de la société, il devrait plus être à l'écoute de la population que de leurs intérêts. Nous souscrivons à ce qu'est dit l'hymne national, serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Sûrement, ils prennent cette position puisqu'ils n'ont pas de postérité. Mais ils devraient commencer à considérer que leur postérité, c'est l'Église. Non, je le dis, c'est mon opinion. Pas jusque-là. Si la Cinco doit considérer que sa postérité, c'est l'Église, ils feront le travail de Dieu. Je le dis. C'est choquant. La postérité des hommes de Dieu, c'est le peuple. Puisque même la Bible dit, croyez aux hommes de Dieu, vous réussirez. Alors l'homme de Dieu représentant Dieu, l'homme de Dieu doit croire d'abord à ce que sa postérité, c'est le peuple de Dieu. Eux maintenant, ils s'en foutent de tout parce qu'ils ignorent le fait qu'eux n'ont pas de postérité et bien sûr qu'ils mettent leur postérité qui se trouve être l'église à côté. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Cinco qui avait de la crédibilité avant ne l'a plus parce que l'église a une mission religieuse et une mission sociale. Mais dans ces deux missions, l'église doit être au milieu du village. On n'a pas donné à l'église la mission d'être du côté du fort ou du côté du faible. Non. On a dit au milieu du village. Le milieu, est-ce que l'église aujourd'hui, cette Cinco, se trouve être au milieu? À travers ces prises de position, ils ont pris position par rapport à leurs intérêts. Mais oui, nous comprenons. Ils n'ont pas de postérité à laquelle léguer le serment de liberté. Merci. Alors à cela, ils ont ignoré la vraie postérité que Dieu leur a donnée, qui se trouve être le peuple de Dieu. Et pour ça, même Dieu le jugera. Mais aussi, on a remarqué qu'il y a des contradictions aujourd'hui entre Donald Trump et le pape. Sur la guerre en Iran, hein, les deux se sont contredits. Hein. Il y a aujourd'hui dans les médias des contradictions entre le pape et le président américain. Donald Trump, le pape étant défavorable à la guerre en Iran, le président américain étant favorable, et donc il y a cette contradiction entre les deux personnalités. Alors, M. Dick Modiane, on est à la fin de l'émission. Juste, qu'est-ce qu'on retient de cette émission, beaucoup de thématiques? Qu'est-ce que vous voudrez que l'opinion retienne? Non, ce que l'opinion doit retenir, c'est que, honnêtement, par-delà les clivages politiques, le Congo de rêve, c'est celui-ci. Félix Tshisekedi est le prestige du rêve congolais. Tout ce que nous avons voulu être, tout ce que nous attendons devenir,
se trouvent être des valeurs incarnées dans la vision du président Félix Tshisekedi. C'est ce qui fait dire à d'aucuns tout droitine à trois. Je pense nous allons favoriser l'expression démocratique au regard du fait que le peuple congolais aspire au bonheur. Car ce bonheur ici n'est pas une grâce, c'est un droit. Alors il faudrait bien sûr que l'action de l'État soit dirigée dans le cadre de rencontrer cette aspiration du peuple qui est un droit. Tshisekedi aujourd'hui représente évidemment cette aspiration du peuple congolais. Nous n'allons quand même pas prendre la décision de nous jeter, de nous plonger à l'inconnu suite à ce que les uns considéreraient être la démocratie, alors la démocratie sur laquelle ils ont marché. Nous voulons que le peuple congolais reste éveillé, que ce peuple ne soit pas manipulé ni manipulable. Déjà que c'est pourquoi nous avons lutté hier, nous l'avons. On ne peut pas continuer à chercher ce qu'on a déjà. Tshisekedi est là, le représentant de nos aspirations. Continuons à les soutenir. Nous le disons en clair, ce n'est pas du fanatisme. Aussi longtemps que Kagame sera président au Rwanda, aussi longtemps que Museveni sera président en Ouganda, Tshisekedi sera président en RDC. Merci. Merci beaucoup, M. Cédric Modiantou. Merci aussi à vous tous qui suivez cette émission, qui aimez regarder cette émission. On vous dit donc au revoir. À la prochaine pour d'autres questions d'actualité.